Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission L'univers des sciences. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, les mystères des trous noirs, deuxième partie. Bonjour Jean-Pierre Luminet. Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous allons donc parler des trous noirs, mais là plus dans le cadre de la relativité générale d'Albert Einstein. La semaine dernière, nous avions parlé donc des trous noirs dans le cadre de la mécanique classique. Cependant, la description n'est complète que dans le cadre de la théorie d'Albert Einstein. Cette théorie est très très compliquée, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques phrases, si c'est possible, les grands axes de cette théorie? La relativité générale est une théorie qui décrit le phénomène de gravitation. Avant Einstein, on pensait que la gravitation était une force d'attraction, c'est ce qu'on apprend encore à l'école, c'est la théorie de Newton, l'attraction universelle, une sorte de force à distance qui émane de tous les corps massifs et qui permet d'expliquer les mouvements célestes. En fait, donc, la nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la relativité générale, ne décrit plus du tout la gravité comme une force, mais comme une manifestation de la courbure même de l'espace-temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça paraît très abstrait. Mais imaginez, pour simplifier, que l'espace est réduit à un tissu à 2 dimensions, et dans ce tissu est élastique, il est souple. Par exemple, prenez un barésil, un morceau de barésil, hein, vous le tendez, lorsqu'il n'y a pas de matière dessus, il est plat, il n'a pas de courbure, il a la géométrie dite euclidienne, la géométrie la plus simple. Si vous commencez à mettre des billes dessus, c'est-à-dire des corps massifs, des étoiles, des planètes, etc., vous avez des creux qui sont provoqués dans le tissu. Et la courbure donc de l'espace-temps, c'est ça. C'est la déformation du tissu dès qu'il y a des corps massifs. Et la gravitation, donc, ce n'est plus une force, c'est uniquement le résultat, la manifestation naturelle de la courbure. C'est-à-dire, si vous jetez maintenant une toute petite bille autour d'un de ces creux, la bille va suivre la forme du tissu, c'est-à-dire l'équivalent de ligne droite, mais dans un espace courbe. Et donc, elle va avoir des trajectoires elles-mêmes qui sont courbes. Hein, voilà. Alors, l'idée de trou noir, maintenant, découle tout naturellement de ce phénomène d'élasticité, c'est-à-dire que on peut facilement imaginer qu'au plus un astre est massif ou dense, au plus le creux qu'il va imprimer dans le tissu élastique est important. Eh bien, le trou noir, c'est le cas extrême où le creux devient tellement important qu'il va provoquer une sorte de puits extrêmement profond. Un puits qui va être si profond qu'il va finalement capturer toute particule ou même tout rayon lumineux qui s'approche de son bord. Et donc ce qu'on va définir comme étant un trou noir dans ce cadre de la relativité générale, c'est une zone de l'espace-temps où il y a tellement de matière et de masse et d'énergie qui s'est renfermée dans cette zone, que cette zone s'est en quelque sorte déconnectée du reste, c'est-à-dire elle a creusé un puits si profond que si on franchit le bord du puits, on tombe dedans et en principe, on ne peut pas ressortir. Alors la spécificité de ce type d'objet, c'est que contrairement à des étoiles très denses comme les naines blanches ou les étoiles à neutrons, qui marquent la fin de la vie de la plupart des étoiles, et qui ont une surface solide, le trou noir, lui, n'a pas une surface solide. C'est-à-dire, c'est vraiment une frontière de l'espace-temps dans lequel vous pouvez rentrer sans aucun obstacle, mais une fois que vous êtes rentré, vous ne pouvez pas sortir. Un peu comme finalement, effectivement, le bord d'un puits, le bord immatériel d'un puits. Vous franchissez le pas fatal, vous rentrez dans le puits et vous êtes astreint à tomber au fond du puits. Moi, naïvement, je pensais que le trou noir avait vraiment une frontière matérielle. C'est pas le cas alors? Non, on peut définir ce qu'on appelle donc la surface d'un trou noir, qu'on appelle l'horizon, mais ce n'est effectivement pas une frontière matérielle, ce n'est qu'une frontière purement géométrique, mais qui marque une zone de non-retour. Voilà, donc c'est pour ça que cette frontière peut parfaitement être définie, c'est le lieu, l'ensemble des points de l'espace, où si vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus repartir en arrière. Et que se passe-t-il si un vaisseau spatial approche un trou noir à une distance assez faible quand même? Oui, alors, puisque donc l'espace-temps est extrêmement déformé au voisinage d'un trou noir, qu'est-ce que ça veut dire que l'espace d'abord est déformé? Ça veut dire que l'espace lui-même est étiré en quelque sorte proche d'un trou noir. Donc si un vaisseau spatial s'approche trop près de la surface d'un trou noir, il a lui-même tendance à être étiré parce qu'il épouse la forme de l'espace et l'espace est étiré. Donc en fait, il va avoir tendance à être allongé sous la forme d'un spaghetti, évidemment à être brisé. La même chose malheureusement pour un astronaute qui s'aventure
aurait trop près d'un trou noir. Cela dit, dans ce qu'on appelle ces forces de marée, cette distorsion de l'espace, ne serait dangereuse que pour des trous noirs relativement petits. En revanche, pour des trous noirs géants, ceux que l'on pense exister au centre des galaxies, des trous noirs qui font plusieurs millions de fois la masse du Soleil, il n'y aurait pas de problème de cette nature avant de rentrer dans le trou noir. Le problème se produirait plus tard au fond du trou noir. Voilà. Il y a un deuxième phénomène extrêmement intéressant qui est le problème du temps, la distorsion du temps. Puisque la relativité générale, c'était une théorie de l'espace et du temps qui sont déformés par la gravitation. Et qu'est-ce que ça veut dire que le temps est déformé par la gravitation? Eh bien, par exemple, si un astronaute plonge dans un trou noir, son copain qui reste à l'extérieur et qui essaie de voir la scène de l'extérieur ne le verra jamais tomber dans le trou noir, ni même atteindre la surface. Or, pourtant, il l'atteint réellement. En quelques secondes, il franchit le trou noir et il disparaît dedans. Mais celui qui est à l'extérieur voit en quelque sorte le temps se geler d'une certaine façon, le temps ralentir. Cela montre bien également la relativité du temps et le fait qu'il y a un temps vrai, qui est celui de l'astronaute qui plonge dans le trou noir, et un temps apparent, celui qui est perçu à l'extérieur, et ces deux temps deviennent extrêmement différents. Ça fait partie donc des distorsions extrêmes provoquées par un trou noir. L'univers des sciences, RCF. Et à l'inverse, l'astronaute qui est dans le trou noir, qu'est-ce qu'il verra, lui, de l'extérieur? Comment il verra le monde évoluer? L'astronaute qui plonge dans le trou noir, bon, en principe, peut se dire que c'est un voyage sans retour, mais il continue à recevoir des informations de l'univers extérieur, puisque on ne peut pas sortir d'un trou noir, et notamment la lumière ne peut pas sortir, mais en revanche, elle peut rentrer, et la matière peut rentrer. Donc une fois qu'on est dans un trou noir, on reçoit encore des informations de l'univers extérieur. Alors évidemment, le paysage extérieur est extrêmement déformé par la gravité, mais on reçoit quand même la lumière des étoiles lointaines et ainsi de suite. D'ailleurs, avec certains de mes collaborateurs, on a fait récemment des simulations numériques où on a calculé l'aspect qu'aurait le ciel extérieur lorsqu'on se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Avant évidemment de disparaître au fond définitivement, on a le temps de regarder en dehors du trou noir et de voir effectivement l'univers extérieur extrêmement déformé. Mais le problème, c'est que une fois qu'on a rentré dans le trou noir, on est en principe inéluctablement attiré par la courbure de l'espace-temps au fond du puits. Et la grande question qui n'est pas encore résolue, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment un fond au puits des trous noirs. S'il y a un fond, on est écrasé dans ce fond, comme une sorte de nœud qui bloquerait l'espace-temps qu'on appelle une singularité. Et si on est écrasé dans ce nœud, ça veut dire qu'évidemment, on ne peut pas survivre au voyage. Mais il y a une autre possibilité, selon laquelle le fond pourrait ne pas être bouché et connecter en fait le fond d'un trou noir à une autre région de l'univers, peut-être même à d'autres univers, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un trou de verre. Il y a un théorème de la physique, un trou noir n'a pas de poils. Alors, c'est plutôt rigolo comme appellation. Qu'est-ce que ça veut dire, un trou noir n'a pas de poils? Parce qu'on s'en doutait bien, un trou noir n'a pas de poils. Oui, alors pour un théorème de la physique, c'est vrai que la formulation paraît assez étrange. Elle est due une fois de plus, je parle de la formulation, mais pas le théorème, à John Wheeler, celui qui a donné justement déjà le nom de black hole, de trou noir à ces objets. En fait, c'est pour signifier la propriété sans doute la plus spécifique d'un trou noir, c'est que un trou noir peut être fabriqué à partir de n'importe quoi. Bon, évidemment, normalement, ça se forme avec des étoiles, hein. Les étoiles, c'est du gaz avec une certaine composition chimique, etc., etc. Mais on pourrait aussi fabriquer un trou noir avec des cailloux, si on en mettait suffisamment, beaucoup dans un volume restreint, avec n'importe quelle chose. Eh bien, le théorème pas de poils, ça signifie que quel que soit le type de matière que vous mettez dans un trou noir, vous perdez toute l'information sur la nature de cette matière, sa couleur, sa forme, sa composition chimique, les poils, d'une certaine façon, de façon pittoresque, et il ne reste plus que simplement trois paramètres qui gardent la mémoire. Ces facteurs sont la masse de ce que vous avez mis,
le moment angulaire. Le moment angulaire, c'est une quantité physique liée au degré de rotation, et puis la charge électrique. Tout le reste est balayé. Donc, c'est comme si, en fait, une matière très chevelue, barbue, etc., est complètement rasée en entrant dans le trou noir. Il ne reste plus de poils. Voilà, on l'appelle aussi le théorème de Calvici. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le trou noir est l'objet le plus simple de la physique et que, en fait, les solutions mathématiques des équations d'Albert Einstein sont aussi simples? Exactement. Alors ça paraît paradoxal puisqu'on est en train de parler d'une théorie, la relativité générale compliquée, d'objets extrêmes et donc dont les propriétés de distorsion de l'espace et du temps ne sont pas du tout familières. Et pourtant, quand on regarde bien les choses, c'est d'une certaine façon peut-être l'objet le plus simple de la physique parce que toutes ces propriétés, si on les comprend bien, sont décrites uniquement par trois paramètres. Si vous connaissez la masse d'un trou noir, son moment angulaire et sa charge électrique, vous connaissez tout de lui. Ce qui n'est pas du tout le cas pour n'importe quel objet de la vie de tous les jours, même des objets qui paraissent simples. Si vous prenez un morceau de sucre, par exemple, déjà le sucre, non seulement il a effectivement une masse, un moment angulaire, éventuellement une charge électrique, même si elle est très faible, il a aussi une forme, il peut être cubique, parallélépipédique, irrégulier, il a une couleur, il a une composition chimique, donc le morceau de sucre, s'il fallait le comprendre totalement, il faudrait des milliards et des milliards de paramètres, pratiquement autant que d'atomes qui le constituent. Donc le morceau de sucre est beaucoup plus compliqué que le trou noir. Eh bien, merci Jean-Pierre Luminet pour ces explications lumineuses sur les trous noirs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. D'accord, à bientôt.